Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo pour tenter d'expliquer l'intégralité du lore des backrooms à travers le prisme de la théorie du temps non linéaire. Une théorie qui résoudrait énormément de mystères de l'univers et qui proposerait un fonctionnement plus concret aux backrooms. Entre-temps, je me suis régalée de tous les easter eggs que la communauté des backrooms ont trouvés. J'en ai moi-même trouvé certains qui, à ma connaissance, n'ont pas encore été relevés. Que des éléments hyper intéressants que je vous propose de tenter de décoder à travers le prisme de la théorie du temps non linéaire. Je précise ici que, évidemment, tout ce que je vais dire ne sont que des hypothèses. À ce jour, on ne connaît pas encore la vérité de Kane Parsons sur son lore, et même s'il a démenti la théorie du souvenir, il n'a rien dit concernant d'autres théories comme la théorie du temps non linéaire. Certainement parce que, vu qu'on est français, il a pas dû voir passer cette théorie. On ne peut donc que spéculer à partir des indices du lore. Par contre, si vous n'avez pas vu la première vidéo théorie que j'ai faite qui explique de A à Z, la théorie du temps non linéaire, vous risquez de passer à côté de beaucoup d'éléments de celle-ci. Je vous encourage donc vivement à aller la visionner avant de voir celle-ci. Dans cette séquence, on voit la transformation opérée par les backrooms sur la maison d'enfance de Mary. L'espace se distord, l'information s'efface de plus en plus jusqu'à cette pièce. Je vous en parlais dans ma première vidéo, pour moi ces différents étages sont une représentation des différentes boucles temporelles, juxtaposées. La nouvelle boucle écrase l'ancienne, l'information s'oublie au fur et à mesure. La matière s'intrique et s'étiole. Mais une chose apparaît au bout de toutes ces couches d'intrications successives. 7 arches. Également visibles à la fin du film dans toutes les maisons du quartier résidentiel. En tout cas, dans la maison où Clark emmène Mary. Et dans la maison dans laquelle elle se rendra pour fuir le capitaine. Et si vous avez regardé ma première vidéo, vous le savez déjà, mais ici, si les arches sont les mêmes, c'est parce que c'est le même endroit. Car je pense que la maison d'enfance de Mary est une nulle zone. Un espace coexistant dans le monde réel et dans les backrooms. Les backrooms ont copié cette maison comme un modèle pour étendre le quartier, parce qu'ils n'avaient pas accès aux résidences voisines de celle de Nora Klein. Pour combler ce vide, elles ont donc copié l'intérieur de la maison de Nora, cet espace modifié au fil des boucles. Le fait que Mary prenne des médicaments est assez visible dans le film. À l'occasion de la fête consacrée à la sortie de son livre, elle s'isole et avale un petit cocktail de pilules. La situation semble suggérer qu'il s'agit de médicaments contre l'anxiété, mais il est difficile de l'affirmer. Ce qui est intéressant ici, ce sont les failles de Mary. Le fait que la psy a priori, elle aussi des problèmes avec sa propre psyché. Des problèmes sans doute liés au fait qu'elle ait été dans les backrooms quand elle était petite. Dans ma théorie du temps non linéaire, je développe l'idée que la bactérie présente dans les backrooms agit sur la santé mentale, la dégrade, mais agit surtout comme une substance qui ouvre les perceptions, et agit sur la vision que les infectés ont du monde, et surtout du temps. Toujours selon ma théorie, Mary a passé une partie de son enfance dans les backrooms. Son esprit a été en partie affecté. Pas autant que celui de sa mère, mais suffisamment pour qu'elle ait des moments d'absence. Un état qui nécessite un traitement. Ce qui nous amène sur un des premiers points les plus fascinants de cette vidéo selon moi. Vous l'avez peut-être remarqué, Mary change drastiquement d'apparence entre cette scène-ci et cette scène-là. Et d'après moi, cela saute beaucoup trop aux yeux pour que ce ne soit qu'un faux raccord. En réalité, je pense qu'il s'agit là d'un choix de mise en scène absolument génial. Car si Mary a l'air différente, c'est parce qu'elle n'est pas la même Mary. Pour moi, ici, Kane Parsons nous montre deux boucles temporelles différentes. Des détails peuvent changer entre chaque boucle et cela permet de les différencier. Et là, je vais un peu tricher en intégrant un indicateur temporel pour que ce soit plus compréhensible. Mais on parle ici d'une temporalité non linéaire. Donc en réalité, il n'y a pas de passé, de présent ou de futur, puisque toutes les temporalités se mélangent, elles coexistent. On peut néanmoins essayer de donner un indicateur de temps à travers la succession des boucles. Même si elles coexistent également, on va quand même procéder comme ça pour des raisons de compréhension. Ainsi, quand Mary porte une queue de cheval et sa veste, elle est dans une boucle qui survient, disons, après
celle où ses cheveux sont détachés. Et quand on la voit quelques secondes plus tard, les cheveux lâchés et sans sa veste, on va dire que c'est une boucle qui intervient avant. Plusieurs éléments me font voir les éléments plutôt dans cet ordre. D'abord, le regard de Mary à ce moment-là me fait dire que c'est une boucle précédente. Parce que c'est vraiment étrange, mais on dirait presque qu'elle se souvient. Comme si ce qui venait à ce moment-là n'était pas le présent, mais quelque chose dont Mary se souvenait. Encore une fois, j'ai du mal à utiliser le terme de se souvenir, car cela supposerait qu'on parle du passé. Mais en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de passé ou de futur, enfin, vous avez compris. Et en soi, ce n'est pas vraiment un souvenir, mais plutôt une vision, qui est permise par le fait qu'elle ait été infectée par la bactérie, et qu'elle ait donc acquis une certaine compréhension du temps. On en a déjà parlé. Ensuite, il y a cet extrait, où Mary se retourne vers le vide. Un choix de mise en scène qui a une portée absolument immense, selon moi. Parce que pour moi, ici, elle ne se retourne pas vers le vide, mais elle se retourne vers elle-même. Imaginez que la Mary aux cheveux attachés est une vision de la Mary aux cheveux détachés. Eh bien, ce moment est celui où les deux femmes, en quelque sorte, se sentent. Celui où elles savent, en tout cas, que quelque chose cloche. Elles ont simultanément, en quelque sorte, conscience de leur présence mutuelle. À 2 pas du seuil, au sein même de la nulle zone, cette zone où le temps et l'espace s'annulent. Cette zone où tout se confond, se superpose pour coexister. Mais il y a un autre élément dans cette scène qui est également assez perturbant. Ça peut sembler être un détail, mais si vous êtes un fin connaisseur du lore, vous savez sans doute à quel point il revêt une importance cryptique, mystérieuse et absolument primordiale. Les carillons apparaissent très souvent lorsqu'il est question d'Ivan Beck. Beck est un personnage absolument iconique du lore, sans doute le plus important. Ken Parson a décrit Ivan Beck comme le véritable protagoniste de la série, mais aussi comme son principal antagoniste. Une idée que je développe largement dans ma précédente vidéo, bien qu'il nous manque encore pas mal d'éléments à propos de Beck. L'un des faits notables sur lui est qu'il aurait eu un problème majeur d'amnésie. Encore une fois, je pense qu'à ce jour, nous n'avons pas encore assez d'éléments pour établir précisément la cause de cette amnésie. Mais pour moi, quand les carillons apparaissent, c'est qu'il est question de se rappeler. Le carillon apparaît de manière notable dans plusieurs vidéos du lore. Dans cet extrait avec Mary dont on vient de parler, et à plusieurs reprises lorsqu'elle est à l'intérieur de la reproduction de sa maison dans les backrooms, lorsqu'elle fuit le capitaine. À la fin du fan footage 2, juste après que Madison, la protagoniste, se soit fait attaquer. Au début de la vidéo de l'Overflow, dont nous avons très largement parlé dans la dernière vidéo, et dans la vidéo I Remember, littéralement « Je me rappelle ». Une vidéo qui est un peu à part car elle ne fait pas partie de la playlist The Backroom. Cette vidéo est une narration lente sur fond d'images de bureaux, de bâtiments mais aussi d'océans, qui n'est pas sans rappeler la mouette du film ainsi que le seuil caché qu'aurait pu emprunter Wern pour fuir le capitaine. Un seuil d'où s'échappent des sons de bord de mer et même de l'eau. Oui, il y a encore cette notion d'eau. Ici, l'homme nous raconte ce qu'il a été, nous explique que la mer se mélange au ciel, ce qui, encore une fois, n'est pas sans rappeler ce seuil. Mais rappelle aussi l'absurdité que finissent par devenir les espaces au fur et à mesure des boucles temporelles. De plus en plus intriqués, de moins en moins cohérents. Et encore une fois, si l'eau se rapporte de quelque chose en lien avec les souvenirs, avec la mémoire, le fait qu'elle se mélange dans l'environnement peut signifier justement des problèmes de mémoire, une amnésie. D'ailleurs, beaucoup pensent que le narrateur de cette vidéo est justement Ivan Beck. Dans cette séquence, la réaction de Mary, couplée aux propos de cet homme, au fait que le son des carillons soit en rapport avec Beck, me fait dire que les carillons représentent sans doute un moment fugace, durant lesquels les victimes des boucles se rappellent qui elles sont. Un moment de lucidité extrême au sein d'une nulle zone, entre deux boucles, entre deux réalités. Un peu comme si l'esprit contaminé des victimes remontait à la surface le temps de prendre une respiration, avant de replonger.
D'ailleurs, je me demande si la vidéo MOV 27247, qui est une vidéo appartenant à la playlist Backroom de Ken Pixel sur YouTube, montrant des images de vie assez random, n'est pas justement la représentation d'un souvenir survenant lors d'une de ses respirations. Les souvenirs de quelqu'un. Ce portrait, à la fin, peut nous faire penser qu'il s'agit des souvenirs de Madison, du fan footage numéro 2. Et si vous avez vu ma première vidéo, vous pourrez facilement déduire ce que je crois que ceci peut être. D'ailleurs, les carillons sont également audibles à la toute fin de l'entretien entre Mary et Phil. Au fur et à mesure que Phil parle, Mary semble partir. Elle entend de moins en moins la voix de Phil pour n'entendre plus que le son du carillon. Presque comme un appel. Une scène dans laquelle, encore une fois, on semble assister à un espèce de dédoublement de Mary. Regardez bien, ici ses cheveux, son expression, sa posture, tout semble différent. Comme pour la scène du magasin, on y revient. Pour moi, ici ce sont deux Mary différentes, situées dans deux boucles quasiment identiques. Celle-ci étant vraisemblablement postérieure à celle-ci, puisqu'elle entend les carillons, elle se rappelle, et puisque son expression est beaucoup moins effrayée, car quelque part elle sait déjà, et parce que elle s'efface de plus en plus au fur et à mesure des boucles. Juste avant que Phil ne tombe sur le spot de Clark à la télévision, le fameux spot qui le mènera jusqu'à Clark, l'origine du capitaine, on peut voir que lui et sa famille regardaient le film Une histoire sans fin. L'histoire sans fin est un film de fantasy datant de 1984, adapté d'un roman de Michel Hand, dans lequel on suit un jeune garçon qui tombe dans un monde extraordinaire. Un monde appelé Fantasia où le temps ne s'écoule pas de façon linéaire, car on peut y rester des semaines sans qu'une minute ne se soit écoulée dans le monde réel. Dans le roman, le héros voit ses vœux exaucés en échange de ses souvenirs, laissant peu à peu sa personnalité disparaître, son lui appartenant au monde réel s'effacer au profit de Fantasia. Une sorte de processus d'absorption par le monde imaginaire, précisément comme Clark avec les backrooms. Quelque part, il se sépare de ses souvenirs, de sa vie dans le monde réel, de son identité, pour être totalement absorbé par les backrooms, pour ne faire plus qu'un avec elle, à travers l'entité du capitaine. Il abandonne sa vie sans vraiment s'en rendre compte car il est aveuglé. Aveuglé par sa contamination à la bactérie. Aveuglé aussi par la prédestination de la boucle temporelle. Une force qui est plus grande que lui. L'homme des cavernes en carton est présent à plusieurs reprises dans le lore. Ce dispositif, a priori un peu bizarre, diffuse en boucle le voyageur Golden Record. Une bande sonore qui a notamment été envoyée dans l'espace, sur laquelle sont gravées des musiques, des sons et des salutations dans 55 langues différentes. Le but de base de cette bande sonore est d'établir une éventuelle communication avec des extraterrestres. Une communication pacifique. Pour moi, cet homme des cavernes n'est pas posé là pour orienter les éventuels disparus, comme j'ai pu le lire, mais bien pour tester les entités. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, pour moi les entités sont un véritable problème pour les projets commerciaux de Essink, car elles rendent les backrooms totalement inhospitalières. À l'époque du film, Essink sait qu'il y a du mouvement dans les backrooms. Ils savent qu'il y a du bruit, ils savent qu'il y a de l'activité. Mais ils ne savent pas encore si les créatures sont réellement dangereuses. Je pense que c'est pour ça qu'ils installent ces hommes des cavernes, ainsi que cette bande sonore. Pour attirer les entités et voir leur réaction face à la représentation d'un humain, et à un message de paix. Afin de savoir si ce qui vit dans les backrooms peut être pacifique. Ce qui, on le sait, a priori n'est pas le cas. D'ailleurs, dans ma précédente vidéo, on a parlé de Peter Tench, et de mon hypothèse selon laquelle Essink l'aurait sacrifié pour leur expérience sur la bactérie, en l'enfermant dans le secteur D. Un secteur officiellement fermé à cause de la présence d'une créature. La première qu'Essink voit réellement, celle qui leur confirme le fait qu'il existe des entités potentiellement dangereuses. Une raison supplémentaire d'enfermer Tench ici, avec la créature. Une sorte d'homme des cavernes version vivante, servant à jauger la réaction d'une entité face à un humain de chair et de sang.
Je vous en ai longuement parlé dans ma précédente vidéo, les cartes me semblent essentielles pour bien comprendre le lore, le déroulé des événements et, de manière générale, le fonctionnement des backrooms. Les plans constituent à mon sens une véritable clé de compréhension des backrooms. J'ai aussi dédié tout un chapitre à Narrenwern dans ma précédente vidéo, décortiquant et vous expliquant exactement pourquoi je pense qu'il serait un espion, certainement pour un pays étranger. D'ailleurs, entre-temps, j'ai découvert certains documents du lore allant dans le sens de la présence d'un espion au sein de Essink, comme cette photo publiée par Ken Parson puis supprimée, comme il le fait souvent. Une photo avec une disquette ressemblant beaucoup à cette disquette. Mais bon, on est d'accord que 2 disquettes, enfin d'ailleurs c'est pas des disquettes, ce sont des cassettes, mais passons, on est d'accord que 2 cassettes, ça a tendance à se ressembler. Donc ça veut pas dire grand chose. Cette photo présente aussi ce qui ressemble à un document interne de Essink, sur lequel quelqu'un a écrit un message comme un message caché, à l'intention de celui à qui il a donné le document. Un message disant « They tape your phone lines, say nothing ». Ils enregistrent tes appels, ne dis rien, que je traduirais plutôt par « fais attention à ce que tu dis ». Dans le lore, on peut aussi trouver cette image qui, à mon avis, représente Narren. D'autres éléments sur le contenu du sac ont été relevés par la communauté Backroom. Désormais, on peut lire sur une des cassettes « Lay Encounter », la rencontre de Marvin Lay. Très probablement la vidéo de Marvin tombant dans les pitfalls et rencontrant la première entité connue par Essink. On peut aussi lire « Ivan Beck Admin Passway Backup V4 ». Vous commencez à savoir qui est Ivan Beck. Backup, c'est une sauvegarde, mais Passway, c'est un peu plus cryptique. On peut traduire le terme par passage, mais de ce que j'ai compris, il est difficile de dire s'il s'agit du nom d'un programme. Par exemple, le programme de base permettant la construction du portail, l'accès au backroom, ou s'il s'agit littéralement de la sauvegarde d'un vrai passage, un passage physique. Au début de ce chapitre, je vous parlais de l'importance des cartes, des plans, en fait, de tout ce qui peut permettre de se repérer dans les backrooms, qui est un lieu qui change constamment. Peut-être que cette disquette offre justement un moyen de mieux se repérer dans les backrooms. Ainsi, le lien avec Ivan Beck n'est pas vraiment étonnant. Mais quelque chose me dit qu'il pourrait en partie expliquer pourquoi on ne voit jamais Beck, alors que son ombre et sa présence planent au-dessus de toute la série. Mais encore une fois, il manque trop d'éléments pour affirmer quoi que ce soit, donc je ne vais pas conjecturer dans le vide. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse de l'espionnage est toujours valide et même plus probable que jamais. Puisque si cette disquette offre un moyen d'accéder ou de se repérer dans les backrooms, et que l'autre montre les entités présentes et dangereuses au sein du complexe, cela constitue des informations en or. J'ai déjà parlé de Phil dans ma précédente vidéo, et notamment de cette conversation très étrange avec Mary, sur laquelle je vais revenir. Mais dans l'absolu, le personnage de Phil représente un véritable mystère en soi. Dans ma vidéo théorie, je vous exposais mon idée selon laquelle Nora Klein constituerait le premier jalon d'une boucle temporelle, menant à la création même d'Essink. Mon hypothèse est la suivante. Nora est entrée dans les backrooms. La bactérie a altéré son cerveau, l'a en quelque sorte remodelé. Puis Nora est sortie des backrooms, s'est fait interner et a subi une IRM. Essink, à l'époque fabricant d'IRM, a constaté une anomalie dans ses radios, le point de départ de la création d'Essink. Selon cette hypothèse, à la base, Phil n'était qu'un technicien, un fabricant d'IRM. Et il aurait ensuite participé à créer le premier prototype de la machine, qui allait devenir le système de distorsion magnétique à faible proximité, la machine qui ouvre le portail d'Essink. Eh bien, il existe une autre hypothèse très populaire dans la communauté Backroom, qui veut que Phil ne soit autre que Philippe R. Eman, un membre d'Essink mentionné dans la vidéo prototype comme l'un des scientifiques menant les tests sur les premiers prototypes de cette machine. Cela renforce l'idée que Phil est un jalon primordial de l'histoire de Essink. Donc quand Phil et Mary ont cet échange... Sorry, Mike, our company, we make MRI machines. Or, I should say, we used to make MRI machines. Not anymore. That was before we found... You've been there.
Yes, I have. J'en profite pour vous dire qu'à cause de ce genre d'extrait, la vidéo n'est pas monétisée. Ce sont des vidéos longues que je mets plusieurs semaines à réaliser à temps plein, donc si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager au maximum cette vidéo. Quand Mary dit qu'il était là, je pense qu'elle parle de ce fameux jour à l'hôpital, quand elle était petite. Car si Phil faisait partie de l'équipe qui a pris en charge sa mère, ce n'est pas la première fois qu'ils se voient. J'ajoute que je pense qu'à cet instant, Mary réalise quelque chose d'important. Elle réalise que sa mère n'a pas été simplement enfermée, mais qu'elle a dû se trouver à sa même place quelques années plus tôt, en tant que future cobaye des Sync. Un outil pour accéder et en savoir plus sur les backrooms. Autre chose d'intéressant, Philip Heyman, c'est un vrai gars qui a réellement existé. Et à qui l'acteur interprétant Phil ressemble pas mal, je trouve. De ce que j'ai compris, c'était un juriste et le procureur général des États-Unis sous l'administration Carter, puis sous Clinton. Avant de démissionner pour des raisons politiques, car il a notamment été le procureur dans l'affaire du Watergate. Ok, celle-là, elle est juste complètement folle. Alors, tout va partir de ça. Le fait que Clark conserve la tête de Kat dans le frigo. Et de ça. Le commentaire que Kane fait de ce passage. I would lean Clark's motivations with pertaining to Kat's head in the fridge are definitely not too malicious and are likely more the result of him experimenting and being hopeful that, you know, from the stuff he's observed while spending time in here, that you know, there's a good chance Kat will come back if she's just kept in a semi-intact he believes in cryogenics. State. Well, the background is he's observed things being brought back and being returned, and this place remembering things, and so there's a very real possibility, I think, that it could, you know, correct the physical damage that's been done, and not physically to the. I don't think he knows exactly how it would work, but I think there's a optimism behind that choice. Yeah. C'est moi ou Kane vient de confirmer que Kat risquait de revenir, genre de ressusciter. Je ne sais même pas comment commenter ça. Pour moi, c'est juste tellement une confirmation de la théorie de la bactérie zombie que je sais pas. Peut-être que je suis juste complètement aveuglée par un biais de confirmation qui m'empêche de voir d'autres possibilités, mais pour rappel, ma théorie sur la bactérie est qu'elle transforme les humains en 3 étapes. D'abord, les gens se perdent dans les backrooms et respirent un air contaminé par la bactérie. Ensuite, ils deviennent fous car la bactérie colonise leur cerveau et affecte leur santé mentale. Et enfin, les gens meurent et la bactérie se sert de leur corps comme d'un support, devenant les entités. Quand Kane dit « Clark n'est pas malveillant, il fait simplement des expériences d'après ce qu'il a observé et garde espoir car il y a de fortes chances que Kat revienne. » Moi, j'entends que Clark expérimente le fait de mettre Kat au frigo dans l'espoir qu'elle revienne, car il a déjà assisté au phénomène durant la période qu'il a passée dans les backrooms. Ce qui est intéressant, c'est que ici, même s'il ne l'a pas fait exprès, car, comme le dit Ken Parson, Clark n'a pas tout à fait saisi comment les gens reviennent, au final, son action risque de ralentir, voire d'empêcher le retour de Kat. Donc en fait, là, si Clark semble avoir des intentions louables, celle de ramener Kat à la vie, d'après mon hypothèse, il ne s'y prend pas correctement. Ce qui, au final, est un mal pour un bien, puisqu'il est vraisemblable que son action sauve Kat de la 3e étape, et d'un éternel retour dans les backrooms, puisque cela couperait sa boucle temporelle. Je vous ai déjà parlé des détails physiques concernant le capitaine et Clark, comme le fait que le capitaine mange la jambe gauche de Clark avant de le traîner derrière Mary. Ou encore le fait que le capitaine semble présenter une cicatrice à l'endroit précis où il mord Clark. Eh bien, pour en finir avec le corps de Clark, je voulais revenir sur cette photo, qui a un peu tourné dans certains cercles d'internet. Je vous la floute pour des raisons évidentes, mais on peut y voir le corps de Clark couché au sol, sans tête, parce qu'on la lui a coupé. Cette image est une photo de tournage, prise par la petite amie de Kane, puis partagée en story. En soi, on ne sait donc pas si cet état du corps de Clark est canon. En gros, s'il finit effectivement comme ça dans l'histoire. Mais ça va pas nous empêcher de tenter de l'analyser.
Suivant la théorie du souvenir, qu'on sait aujourd'hui obsolète, quelques personnes ont spéculé sur le fait que Clark aurait été décapité par le capitaine, symboliquement car son cerveau serait le responsable de tous ces traumas. De mon côté, symboliquement, quand je vois cette image, je pense tout de suite au tableau de Goya, dont je vous ai largement parlé dans ma première vidéo. Ici, Saturne a mangé la tête de son enfant avant de dévorer le reste de son corps. Certainement parce que même s'il doit dévorer ses enfants, pour ne pas qu'il le détrône, cela ne veut pas dire qu'il aime ça. Dans les interprétations modernes du mythe, comme le tableau de Goya, le fait que Cronos commence par manger la tête de ses enfants peut signifier qu'il souhaite oublier qui il dévore, leur identité. Car pour une raison ou pour une autre, cette vision lui déplaît. Le Saturne de Goya dévore d'ailleurs aussi le bras droit de sa victime, un autre membre qu'il manque au corps de Clark sur la photo. Je précise tout de même que dans les textes originaux, Saturne avalait entièrement ses enfants. C'est l'interprétation de Goya qui nous donne cette image d'enfant dévoré morceau par morceau. D'un point de vue purement logique, par contre, je dirais que Clark a mis en œuvre ce qu'il avait expérimenté avec Kat. Le capitaine aurait coupé la tête de Clark pour la mettre au frigo et tenté de ralentir le plus possible la prolifération de la bactérie, ralentissant du même coup l'arrivée de la prochaine boucle temporelle. Une autre image qui a beaucoup tourné est celle de la chaussure collée dans le dos de Clark. Vous avez été quelques-uns à me faire remarquer ce détail. Dans ma précédente vidéo, j'ai passé un petit moment à analyser les fan footage de la web-série, et notamment le troisième, celui de Ravi, qui trouve une chaussure à moitié intriquée dans le sol. C'est assez drôle comme le motif des chaussures revient régulièrement. Dans ma vidéo, j'ai avancé plusieurs hypothèses, dont deux, qui vont intervenir dans cette explication. D'abord, la répétition des boucles temporelles provoque des séries d'intrications de la matière. En résumé, la nouvelle boucle se répète sur les vestiges de l'ancienne. Des détails peuvent changer et au fur et à mesure, la matière se déforme, jusqu'à ne plus ressembler à grand chose. Deuxièmement, les still life sont particulièrement sujets à ces intrications, car selon mon hypothèse concernant les règles des backrooms, ils ne sont pas très différents d'un meuble. C'est pourquoi leur visage ressemble à un espèce de puzzle, car ils sont une production des paradoxes temporels, contrairement aux entités comme le capitaine, qui sont le résultat de la transformation des humains, ensuite modifiés par les boucles. Ainsi, tout comme la chaussure intriquée dans le sol dans le fan footage numéro 3, je pense que cette chaussure s'est retrouvée là, dans une des boucles, puis y est restée. Mais elle disparaîtra sûrement dans quelques boucles. Cette chaussure ressemble beaucoup à celle que porte Clark, une paire de ce qui ressemble à des New Balance blanches un peu argentées. Peut-être que dans une boucle précédente, lorsque le capitaine a coupé la jambe de Clark, il a jeté son corps dessus. Ensuite, lorsque le processus de transformation s'est réalisé, la chaussure est restée là. Si cette dégradation des entités au fil des boucles se confirme, cela pourrait même expliquer la forme très basique de la bactérie, Bacteria, la toute première apparition d'une entité dans fan footage numéro 1. Car il est dit que la bactérie modifiait considérablement la décomposition, pas qu'elle la stoppait totalement. L'explication serait donc que l'entité aurait subi tellement de boucles qu'elle ne serait plus que ça, un agglomérat de la matière noire, la bactérie. Car l'entièreté du corps de Kane, qui est le support de cette bactérie dans le premier fan footage, se serait décomposée au fil des très nombreuses boucles. Mais cela, comme le reste, est évidemment une théorie. Il y a énormément de choses à dire sur ces néons. Une des théories les plus populaires veut qu'ils soient une sorte de scan, comme une IRM. Cela car lorsque Clark allume les néons dans le magasin, certains clignotent de manière assez uniforme, comme s'ils scannaient l'endroit. De mon côté, je dois avouer que je ne trouve pas que ce soit un comportement particulièrement étrange pour des néons. Comme vous, peut-être, j'ai grandi dans les années 90. Des néons de l'époque, j'en ai connu, et le fait qu'ils clignotent comme ça me choque pas particulièrement. D'ailleurs, les lumières clignotent à d'autres moments dans le film. Et je ne suis pas sûre que ces passages-là soient des passages particulièrement scannés. Par contre, quelque chose qui a été noté par les fans plus récemment est le fait qu'en décomposant suffisamment l'image, on pouvait voir une lumière verte apparaître. Et si vous avez vu ma vidéo ou si vous connaissez bien le lore des backrooms, vous le savez,
Une lumière verte dans les backrooms, ce n'est pas anodin. Surtout que là, on est presque dans le monde réel, et non pas dans les backrooms. Je dis presque parce que, a priori, le magasin est une nulle zone. On en a déjà parlé. Ce n'est d'ailleurs techniquement pas vraiment la première fois qu'un peu de lumière verte se balade dans une nulle zone, puisqu'on voit notamment le green glow ici, dans ce qui semble être la nulle zone de la maison de Nora Klein. Le truc, c'est qu'a priori, ce n'est peut-être pas volontaire. En réalité, cette couleur peut apparaître de manière naturelle, à cause de la réaction normale entre les gaz présents dans les néons et le mercure. De ce que j'ai compris, cette réaction peut émettre une légère lueur verte, ou bleue, dont la fréquence correspond bien à la vitesse d'obturation des caméras des années 90. Ce qui fait que cette teinte est particulièrement visible sur les films de ces années-là, ou sur des caméras réglées sur une vitesse d'obturation semblable. Autrement dit, rien ne nous confirme que cet éclat vert soit volontaire. Mais vu l'importance que Ken Parsons semble accorder aux détails techniques, cela pourrait tout aussi bien l'être. Surtout qu'en principe, on n'utilise jamais ce genre de lumière sur un plateau de cinéma. Justement parce qu'elles peuvent avoir des comportements imprévisibles, qui peuvent venir gâcher un plan, faire perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et dans le cas où cela serait volontaire, on pourrait facilement y trouver du sens. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo théorie, je pense que la lumière verte est l'énergie des backrooms. Et il semblerait que l'électricité du magasin et celle des backrooms soient reliées. Cela est sans doute permis par le fait que le magasin est une nulle zone. Une sorte d'extension des backrooms, un espace qui appartient autant au monde réel qu'aux backrooms. C'est vraisemblablement pour ça que Clark paye des sommes astronomiques d'électricité. Parce que, à ce moment-là, il semble alimenter une partie de l'énergie des backrooms. Le reste du temps, je pense que cette énergie provient des paradoxes causés par les boucles temporelles. Mais dans le cas présent, cette lueur verte pourrait signifier que les backrooms viennent chercher un peu d'énergie dans le monde réel. L'électricité se mélange avec l'énergie des backrooms dans un circuit fermé. L'échange entraînant la lueur verte, l'énergie des backrooms jusque dans les néons du magasin. Je l'ai rapidement évoqué dans ma première vidéo, la pièce où se trouvent les affaires de Mary à la fin du film ressemble énormément au niveau des backrooms The End, aussi connu comme The End is Near, où la fin est proche. Il s'agit d'un niveau des backrooms appartenant à la classification canonique non parsonienne. Autrement dit, à la base, cet espace appartient à un autre lore que celui de Ken Parsons. Mais l'auteur s'est toujours inspiré d'espaces liminaux existants. Il n'est donc pas si étonnant qu'il ait ajouté cet espace à son propre lore. Le fait qu'il ait choisi de placer le niveau The End à la toute fin du film me semble être un clin d'œil bienvenu. Par ailleurs, la pièce dans laquelle se trouve la still life de Mary ressemble quant à elle énormément à la pièce d'interrogatoire, dans laquelle Phil discute avec Mary. De mon point de vue et du point de vue de la théorie du temps non linéaire, cela appuie mon idée selon laquelle les still life ne seraient que des copies temporelles, recopiant des actions de la personne originale. Ici, Mary est assise devant un simulacre de table, comme lors de son entretien avec Phil. Il y a un autre détail qui est beaucoup plus anecdotique, je vais donc passer beaucoup plus rapidement dessus avant de vous présenter mon détail préféré. Dans la scène où Nora et Mary Klein marquent leurs empreintes dans le ciment frais, on peut voir sur le pull de Mary des motifs de plus, rappelant les plus de la fameuse chambre principale. Dans la mesure où ce pull ressemble à quelque chose de tricoté, et si l'on suit ma théorie selon laquelle Nora et Mary sont restées bloquées dans les backrooms un certain temps, cela pourrait être une façon de mettre en évidence le fait que Nora Klein soit effectivement allée dans la chambre principale. Cela pourrait aussi représenter sa compréhension des backrooms dans leur ensemble, puisque si l'on rentre un petit peu dans le détail, il s'agit d'une vue du dessus, ce qu'on appelle un plan zénithal, qui est souvent une représentation d'un point de vue plus omniscient, représentant la compréhension très avancée de Nora concernant les backrooms. Enfin, lors de mon analyse des images, quelque chose m'a littéralement sauté aux yeux. Est-ce que vous voyez un point commun entre toutes ces images ?
Ce n'est qu'une théorie, mais pour le coup, je l'adore, parce que ça voudrait dire que Ken Parsons a placé la clé du secret de ces backrooms juste sous notre nez. Un peu plus tôt, je vous parlais de Saturne, que j'ai tendance à nommer Chronos parce qu'il se trouve que c'est son équivalent grec. C'est littéralement le même dieu. Et bien Chronos est aujourd'hui et depuis très longtemps assimilé à son homonyme Chronos, le dieu primordial du temps. Maintenant, si on observe plus attentivement la photographie du film, la manière géniale dont l'image est construite, les lignes dominantes, on se rend compte que énormément de plans ressemblent aux aiguilles d'une horloge. Dans le décor, on voit d'ailleurs énormément de références au temps. Le temps biologique ou astronomique sur les murs de la maison de Phil, le temps solaire à travers notamment l'iconographie du Sun in Splendor, ou encore à travers ce cadran solaire géant, le temps humain à travers des montres, des réveils, des horloges. Une aiguille qui indique très souvent midi ou minuit, comme pour séparer deux mondes de chaque côté du cadran. Et que dire de cette image à la fin du film, représentant les aiguilles d'une horloge qui avance, représentation ultime de la coexistence de plusieurs temporalités dans un même espace, de la non-linéarité du temps. Si tu veux en savoir plus sur cette théorie, encore une fois, je t'invite à regarder ma première vidéo sur le sujet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vous-même observé d'autres détails et peut-être que je referai une vidéo. Sinon, je pensais faire une vidéo pour revenir sur la fresque. Essayer de décrypter point par point ce que peuvent vouloir dire tel élément ou tel élément. C'est déjà quelque chose que j'ai pas mal fait dans ma première vidéo, mais là l'idée c'est d'avoir une vidéo qui vraiment regroupe toute l'explication de la fresque. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Dites-moi ça en commentaire.